Il faut imaginer un instant un cambrioleur. Un cambrioleur. Ouais, mais attention, pas le genre de cambrioleur classique, tu vois. Pas celui qui fracture une porte en pleine nuit avec un pied de biche pour voler une télévision ou des bijoux. Ah non, là on parle de quelque chose de bien plus insidieux, c'est ça? Mais complètement. Ce voleur-là, il est infiniment plus subtil. En fait, il est totalement silencieux, il est invisible. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'on lui ouvre la porte avec un grand sourire. C'est clair, on va même jusqu'à le laisser s'installer très confortablement dans le salon. Exactement. Et bien souvent, il vient jusque dans la chambre à coucher, tu sais, posé juste là, sur la table de chevet. C'est fou quand on y pense. Sauf que ce cambrioleur, il ne s'intéresse absolument pas à l'argent ou aux biens matériels. Ce qu'il vole, c'est infiniment plus précieux. Notre temps, j'imagine. Notre temps, oui, mais surtout, il siphonne notre énergie vitale. Il détruit notre capacité de concentration et il éteint littéralement la joie de vivre de ses victimes. Et le véritable coup de génie de ce voleur, c'est son déguisement, en fait. Il avance masqué? C'est ça, il ne se présente jamais comme une menace, il se cache sous l'apparence très noble du devoir citoyen ou de la conscience du monde, tu vois. Il opère à chaque fois qu'un écran s'allume pour afficher une nouvelle tragédie en boucle. Ah oui, c'est le crime parfait, quoi. La victime est intimement persuadée de faire une bonne action, d'être quelqu'un d'impliqué, pendant qu'on la dépouille méthodiquement de toutes ses ressources mentales. C'est vraiment terrifiant quand la mécanique est exposée de cette manière. Et ce voleur, il porte un entrée précis. Un terme qui est vraiment entré dans notre vocabulaire quotidien, c'est le doom scrolling. Le fameux doom scrolling. Cette habitude, cette compulsion presque physique de faire défiler des nouvelles morbides, anxiogènes ou révoltantes sur un écran de manière hyper frénétique et sans aucune fin. Voilà. Et notre exploration d'aujourd'hui, c'est une plongée au cœur d'un document fascinant qui décortique ce phénomène de A à Z. On se base sur la 62e édition de la newsletter écrite par Romuald Tranchot, qui s'intitule Success Mindset, Goals, ta dose de boost hebdo. Et cette édition spécifique, elle porte un titre qui annonce immédiatement la couleur. Le titre, c'est « L'actualité te détruit à petit feu ». C'est direct. Très direct, ouais. Et l'objectif de notre analyse approfondie aujourd'hui, il est double. D'abord, il s'agit de démonter le moteur de cette machine. Comment la technologie parvient-elle à pirater la neurologie humaine avec une telle facilité? Ça, c'est la grande question. Et ensuite, et c'est le plus important en fait, il s'agit d'en extraire une stratégie de survie mentale absolue pour reprendre le contrôle de son temps et de son esprit. Et d'ailleurs, puisque cette newsletter offre des outils aussi puissants pour se protéger, il est indispensable de faire passer un message crucial à notre public dès maintenant. Ah oui, il faut en parler tout de suite. Il ne faut absolument pas hésiter à rejoindre le club Success Mindset Goals. C'est un espace qui est totalement gratuit et c'est très sincèrement le meilleur moyen de recevoir cette fameuse dose de boost hebdomadaire dont chaque esprit a besoin pour contrer la négativité ambiante. C'est une ressource inestimable pour s'armer mentalement face aux défis actuels, clairement. Le lien logique est évident. Pour arrêter de se faire cambrioler l'esprit, il faut installer de bonnes alarmes. Exactement. Alors, décortiquons un peu tout ça. Pour se débarrasser de ce fameux voleur d'énergie, la première étape logique, c'est de comprendre comment il réussit à m'entrer. Et d'après nos sources, la clé de l'effraction ne se trouve pas dans le code informatique des applications, mais carrément dans notre biologie la plus ancienne. Absolument. Et c'est là que l'analyse prend une tournure vraiment fascinante. Pour comprendre cette vulnérabilité face aux écrans, il faut remonter le temps, très loin en arrière, tu vois, à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Oula, on remonte loin. Oui, bien avant l'invention des réseaux sociaux, de l'imprimerie ou même du langage écrit. La survie de l'être humain dépendait d'une petite structure dans le cerveau, c'est l'amygdale. Depuis la préhistoire, cette zone est programmée, elle est câblée en dur, pour scanner l'environnement en permanence à la recherche exclusive de danger. En d'autres termes, si je comprends bien, un cerveau optimiste à l'époque préhistorique, c'était juste un cerveau mort. Mais exactement. Celui qui admirait un coucher de soleil au lieu de surveiller les buissons, il finissait mangé par un tigre à dents de sabre, quoi. C'est l'exemple parfait. Le biais de négativité, c'est un avantage évolutif majeur en fait. Repérer une menace ou anticiper un conflit avec une tribu voisine, c'était la condition sine qua non pour transmettre ses gènes. Donc, nous sommes les descendants de survivants extrêmement paranoïaques. C'est fou de le voir comme ça. Et notre système d'alerte interne produit du cortisol, donc l'hormone du stress, dès qu'une information négative surgit. C'est ici qu'intervient le concept de FOMO, la Fear of Missing Out, la peur panique de rater l'information cruciale. Ah, la fameuse FOMO. Voilà, les algorithmes modernes ne créent pas cette peur à partir de rien. Tu sais, ils l'ont disséquée, ils l'ont comprise
Et il l'exploite à une échelle industrielle. Si un fil d'actualité présente une alerte rouge, un scandale ou une crise, le cerveau préhistorique prend les commandes. Il est physiquement incapable de détourner le regard, parce qu'il croit que sa survie immédiate en dépend. C'est une asymétrie totale en fait. On demande à un cerveau vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années de faire face à des supercalculateurs qui sont conçus par des milliers d'ingénieurs dont le seul but est de capter l'attention. C'est un combat perdu d'avance si on n'en a pas conscience. Mais les sources soulèvent un deuxième point qui ajoute une sacrée couche de complexité. Ce n'est pas qu'une question de biologie aveugle. Il y a aussi ce que la newsletter appelle le piège de l'ego. Et ça, c'est beaucoup plus subtil psychologiquement parlant. Oui, le piège de l'ego, il est redoutable. C'est l'illusion d'associer la consommation de tragédie à une forme de supériorité morale, en fait. D'accord, donc on se sent mieux en lisant des choses affreuses. C'est cette croyance, souvent très inconsciente, qui nous murmure « si je ressens de la douleur en lisant cette atrocité à l'autre bout du monde, c'est la preuve irréfutable que j'ai de l'empathie ». Ah ouais, le côté je souffre pour les autres, donc je suis quelqu'un de bien. Exactement. Je suis du bon côté de l'histoire. Sauf que Romuald Tranchot, dans son texte, vient briser cette illusion avec une vérité absolument glaçante. Il dit que l'empathie sans l'action n'est rien d'autre qu'une forme d'autodestruction. Waouh. L'empathie sans l'action, c'est de l'autodestruction. Il faut vraiment prendre une seconde pour laisser cette phrase infuser dans nos esprits, parce qu'elle remet en question toute notre manière de consommer l'information, tu vois. Complètement. Mais il faut tout de même jouer l'avocat du diable un instant. Consommer de l'actualité toxique en continu, ça ressemble fortement à de la malbouffe pour l'esprit. On absorbe des calories vides et on finit tout léthargique. C'est une bonne analogie, ouais. Cependant, face aux crises mondiales, la société nous répète constamment qu'il est impératif de s'informer. N'y a-t-il pas un risque de devenir égoïste ou privilégié en décidant de détourner le regard des souffrances du monde ? Alors ça, c'est l'argument numéro 1 de ceux qui défendent le doomscrolling. Et c'est précisément le cœur du piège dont on parlait. L'analyse qu'on étudie propose de renverser la question. Comment ça ? Est-ce que le fait de scroller pendant 2 heures, de voir son rythme cardiaque s'accélérer sur son canapé et de finir complètement épuisé émotionnellement, est-ce que ça aide véritablement une seule victime d'un conflit à 10 000 km de là ? La réponse objective, c'est non. Voilà. La réponse est non. La seule personne qui est détruite dans ce processus, c'est celle qui tient le téléphone. S'informer pour agir, c'est une démarche saine, mais se laisser paralyser par une angoisse numérique au point de ne plus avoir l'énergie de s'occuper de sa propre famille ou de ses projets, ça, c'est une défaite. C'est très clair. L'empathie passive ne sauve personne. Pire encore, elle assèche la seule ressource qui permettrait de créer un changement positif dans le monde réel, c'est-à-dire notre énergie vitale. C'est un peu comme entendre une alarme incendie sonner dans un immeuble, en fait. Le corps se remplit d'adrénaline pour fuir, mais avec l'actualité en continu, l'alarme sonne toute la journée et on reste assis sur le canapé. C'est une image frappante. L'adrénaline n'a nulle part où aller, elle ronge le corps de l'intérieur, quoi. Mais alors, face à ce constat accablant, quelle est la voie de sortie ? On ne peut pas simplement vivre dans un état de stress permanent. Heureusement que non. C'est ici que l'exploration introduit un véritable antidote, un concept qui s'oppose frontalement au FOMO. Les sources parlent du JOMO, la Joy of Missing Out, la joie authentique et assumée de rater délibérément certaines informations pour préserver sa paix intérieure. Le JOMO, oui. Et l'idée de transformer la déconnexion, qui est souvent vue comme une privation, en une source de joie, c'est un changement de paradigme vraiment fascinant, en quelque sorte. Adopter le JOMO, selon l'auteur, ce n'est pas faire l'autruche, c'est reprendre la barre de son propre navire. Et les bénéfices décrits vont bien au-delà d'une simple réduction du stress. Quels sont ces bénéfices concrètement, Sam ? Le premier bénéfice majeur, c'est la récupération d'une clarté mentale impressionnante. En coupant les alertes incessantes, le cerveau sort enfin de son état d'urgence chronique. La neurologie peut se reposer, tu vois. D'accord, donc on retrouve sa capacité à réfléchir. Par exemple, pour une personne qui révise des examens complexes ou un créateur d'entreprise qui élabore une stratégie, le cerveau arrête de fragmenter son attention toutes les 10 minutes. La concentration profonde, celle qui permet d'accomplir des choses difficiles, redevient possible. Le bruit de fond s'arrête, enfin, en gros. Et le deuxième bénéfice soulevé par les sources, je trouve qu'il résonne particulièrement fort aujourd'hui, c'est la présence réelle. La présence, oui, c'est tellement précieux. La capacité de redevenir physiquement et mentalement disponible pour son entourage. Plutôt que de simuler l'écoute lors d'un dîner de famille tout en actualisant un fil de discussion sous la table pour voir si une polémique a évolué, la personne est vraiment là. C'est fondamental. Et le troisième point, il découle directement des deux premiers, en fait. C'est la préservation de l'énergie pour l'action concrète.
Au lieu de s'épuiser en indignation stérile sur les réseaux, l'énergie conservée permet de s'engager dans le monde physique, aider une association de quartier, soutenir un proche ou bâtir un projet professionnel solide. Mais le chemin vers cette clarté n'est pas tout rose, j'imagine. Il doit y avoir des obstacles. Oui, l'auteur de la newsletter est très lucide là-dessus. Il met en garde contre 3 pièges spécifiques qui guettent ceux qui tentent l'aventure du JOMO. Le premier obstacle, il est psychologique. C'est le syndrome de l'imposteur du bonheur. Ah, ça a l'air complexe. C'est quoi exactement, Jomo? C'est cette vague de culpabilité toxique qui nous assaille lorsqu'on se sent serein alors que le monde traverse une crise. Il faut ancrer en soi une logique implacable. C'est que aller mal, par solidarité, ne réduit en rien la souffrance globale. La misère mondiale n'a pas besoin de notre propre misère en supplément. C'est une excellente formule. La misère n'a pas besoin de notre misère. C'est très vrai. Et le deuxième piège? Le deuxième piège mentionné, c'est le piège de la grotte. C'est la tendance à tomber dans l'extrême inverse, l'ignorance totale et volontaire. Ah oui, le cliché de l'ermite. Voilà. Le vrai Jomo, ce n'est pas de partir vivre dans une caverne isolée et de refuser d'apprendre le nom des dirigeants mondiaux. C'est une question de sélection draconienne des sources et du temps de consommation, pas une rupture totale avec la réalité. D'accord, l'équilibre. Et ensuite, il y a le troisième piège, qui est sans doute le plus commun et le plus difficile à admettre. Le faux Jomo. Ah, le faux Jomo. Le fameux comportement qui consiste à annoncer fièrement qu'on coupe les réseaux sociaux pour ensuite vérifier son téléphone toutes les heures en cachette, par pur automatisme. Ah, mais c'est d'une ironie mordante. C'est très comparable à quelqu'un qui annoncerait avec détermination le début d'un jeûne alimentaire strict, mais qui se lèverait machinalement toutes les demi-heures pour ouvrir la porte de son réfrigérateur. Exactement ça. Pas pour manger, attention, hein, juste pour regarder la lumière et vérifier si la disposition des pots de confiture a miraculeusement changé. C'est de l'auto-sabotage absolu, quoi. C'est tout à fait ça. Et le résultat, c'est que l'esprit n'obtient ni l'information qu'il cherche, ni le repos dont il a désespérément besoin. Le cerveau reste coincé dans une espèce de boucle d'attente. Cette analogie du frigo illustrait parfaitement le problème de la volonté pure, tu vois. Compter uniquement sur sa force mentale pour lutter contre des habitudes ancrées par des algorithmes surpuissants, c'est voué à l'échec. Complètement. C'est pourquoi l'analyse s'oriente vers la nécessité d'un cadre beaucoup plus rigide et structuré. L'auteur s'appuie d'ailleurs sur un ouvrage de référence qui est considéré comme une véritable bible pour la génération ultra-connectée afin de fournir ce cadre. Spécifique. Visuellement, la couverture de cet ouvrage est très marquante. C'est un fond bleu apaisant, avec au centre un énorme bouton pause blanc au design hyper minimaliste. C'est minimalisme digital, c'est ça, MD. Oui, le titre s'affiche clairement minimalisme digital, moins de technologie, plus de concentration. Il est signé Cal Newport, un auteur qui est déjà très reconnu pour ses travaux sur la concentration profonde, le deep work. Ce livre sert véritablement de fondation théorique pour construire un plan d'évasion en quelque sorte. Alors il faut préciser que Cal Newport ne propose pas une philosophie anti-technologie. Il ne demande à personne de devenir un ermite numérique. Ce qu'il propose, c'est de comprendre la mécanique de l'exploitation pour mieux s'en extraire. Il y a 3 concepts fondamentaux tirés de son œuvre qui sont mis en lumière ici. Je t'écoute. Le premier, et c'est la base de tout le problème, c'est l'économie de l'attention. Il faut réaliser que l'attention humaine est aujourd'hui une ressource exploitable, au même titre que le pétrole ou le charbon en fait. Attends, c'est-à-dire que notre cerveau est une matière première ? C'est ça. Le temps de cerveau disponible est extrait des utilisateurs pour être revendu à des annonceurs. Et la méthode d'extraction la plus efficace, la foreuse la plus performante si on veut filer la métaphore, c'est l'anxiété. Waouh ! Faisons une petite pause de réflexion sur ce point. C'est fascinant de l'envisager sous cet angle. Une personne angoissée qui scrolle de manière frénétique pour chercher une résolution introuvable à son stress, ça génère un engagement continu. Le client parfait. C'est une mine d'or inépuisable pour ces plateformes. L'attention est vraiment devenue une ressource bien plus précieuse et bien plus rentable que l'argent lui-même. Tout à fait. Face à cette industrie de l'extraction, le deuxième concept de Newport propose une défense radicale. C'est le désencombrement numérique. Il ne s'agit pas de faire de petits ajustements à la marge, non. Il s'agit de procéder à une table rase de 30 jours. 30 jours entiers sans rien d'impactant ? Oui, 30 jours, c'est le temps neurologique minimum nécessaire pour affaiblir les circuits de la récompense liés à la dopamine artificielle et briser la boucle de la compulsion.
Après ce mois de sevrage, on ne réintègre que les technologies qui servent un objectif précis et très défini, en accord avec ses valeurs profondes. C'est un processus de sélection impitoyable en fait. On ne garde que l'outil, on élimine le parasite. Exactement. Si une application sert à organiser le travail, elle reste. Si elle sert uniquement à combler un vide existentiel par de l'indignation, elle disparaît. C'est radical mais nécessaire. Et cela nous mène au troisième concept de Newport, qui est peut-être la notion la plus cruciale pour la santé mentale aujourd'hui, c'est la solitude positive. Ah oui, la solitude positive. C'est un besoin vital qui est en voie de disparition. Ça ne veut pas dire être physiquement isolé au fond d'une forêt. Attention, c'est la capacité de se retrouver seul avec ses propres pensées, sans l'interférence constante d'une voix extérieure provenant d'Internet. Juste être face à soi-même en fait. Voilà. Historiquement, c'est dans ces moments de silence mental que l'être humain digère les informations, traite ses émotions et construit une opinion indépendante. Si le flux d'informations et d'opinions des autres est ininterrompu du réveil au coucher, la réflexion personnelle devient littéralement impossible. C'est tellement vrai. Mais c'est ici que notre analyse doit passer de la théorie à la pratique. Parce que c'est bien beau de comprendre la biologie de l'amygdale, d'admirer la philosophie du Jomo ou d'approuver les constats du minimalisme digital, mais comment on opère ce changement un mardi matin dans le métro quand la fatigue pousse naturellement le pouce vers l'icône de l'application toxique? C'est la question que tout le monde se pose. Ce qui est particulièrement fort dans la newsletter d'aujourd'hui, c'est qu'elle ne se contente pas de grands principes. Elle propose un plan d'action de survie hyper chirurgical, un itinéraire étape par étape pour passer de l'angoisse à la clarté. Comment commence-t-on concrètement? La méthode proposée par Romuald Tranchot commence par l'action la plus directe. C'est le grand nettoyage. Il s'agit d'une purge active des abonnements. La règle est super simple. Dis-moi tout. Tout compte, toute page, toute newsletter, qui partage exclusivement du drame, de l'indignation ou de la colère, sans jamais proposer l'ombre d'une solution constructive, doit être supprimée ou mise sous silence immédiatement. L'objectif est de couper l'approvisionnement au poison émotionnel à la source. D'accord, donc le ménage est fait, on a viré le toxique, mais pour éviter le fameux piège de la grotte dont on parlait tout à l'heure, il faut bien rester connecté au monde un minimum. Comment on s'informe sans replonger dedans? C'est là qu'intervient le concept de la fenêtre d'info. S'informer redevient un acte conscient et délimité dans le temps. L'idée est de fixer une fenêtre stricte, par exemple 15 minutes par jour, disons en fin de journée à 18 heures. 15 minutes, ça paraît court? Ça suffit largement. Et durant ces 15 minutes, l'information doit provenir de sources fiables. Un journal d'investigation, une synthèse journalistique professionnelle ou un article de fond. L'interdiction absolue concerne les fils de discussion infinis sur les réseaux sociaux, où tout est rédigé sous le coup de l'émotion pure, sans recul. En gros, on transforme un immense buffet à volonté rempli de malbouffe anxiogène en un repas nutritionnellement dense qui dure 15 minutes. J'adore l'idée. Mais soyons réalistes. En dehors de ces 15 minutes, le cerveau va réclamer sa dose de dopamine. Ah bah oui, le manque va se faire sentir. L'envie de dégainer le téléphone va être physique. Que prévoit la méthode face à ça? C'est là que l'action de remplacement démontre toute son efficacité. La compulsion de scroller est un circuit physique ancré dans le corps. Pour le casser, il faut engager le corps dans un circuit différent au moment même où l'envie surgit. Il faut créer une friction. Une friction, c'est-à-dire? L'auteur suggère de se lever, de boire un grand verre d'eau, de faire 10 pompes, de lire une page physique d'un livre ou simplement de s'étirer. N'importe quelle action concrète qui force le corps à faire autre chose que le mouvement pavlovien du pouce sur l'étran. Cela dissipe la tension nerveuse et redonne le contrôle au cortex préfrontal, qui est la zone du choix rationnel. Casser le réflexe physique par une action physique. C'est d'une logique imparable. Reste un dernier point de la méthode, qui est peut-être le plus difficile à appliquer émotionnellement. C'est le filtre d'action. Le filtre d'action, oui. C'est la résolution pratique du fameux piège de l'ego. Lorsqu'une information dramatique parvient tout de même jusqu'à nous, il faut se poser une question binaire, presque mécanique. Laquelle? Ai-je le pouvoir d'agir sur cette situation précise? D'accord. Si la réponse est oui, l'action immédiate remplace l'angoisse. On fait un don à une ONG reconnue, on signe une pétition ayant un véritable poids, on s'engage localement. L'énergie est convertie en utilité, mais si la réponse est non, Si c'est un événement à l'autre bout du monde sur lequel je n'ai aucun contrôle, par exemple. exactement. Si l'événement est hors de toute sphère d'influence personnelle, il est impératif d'apprendre à lâcher prise instantanément.
Savoir de manière passive n'est pas agir. C'est une discipline mentale exigeante, mais elle est vitale. Savoir n'est pas agir. C'est fort. Et pour transformer toute cette méthode en habitude pérenne, les sources lancent un véritable plan de bataille sous la forme d'un défi sur 7 jours. Oui, un défi très concret. On y trouve des recommandations classiques mais puissantes, genre supprimer les applications génératrices de stress de l'écran d'accueil du téléphone. S'il faut passer par le navigateur web pour y accéder, la fameuse friction utile est créée et l'usage diminue drastiquement. C'est la base, oui. Mais il y a 2 défis précis fixés pour la semaine qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est la soirée Jomo. Ah, la soirée Jomo. C'est l'application directe de la solitude positive. La règle est intransigeante. À partir de 20 heures, et ce jusqu'au lendemain matin, le smartphone est physiquement relégué dans une autre pièce. Le cordon ombilical avec le monde virtuel est coupé pour permettre au cerveau de sécréter la mélatonine nécessaire au sommeil et de retrouver le silence mental. C'est un défi qui semble insurmontable pour beaucoup aujourd'hui, tellement la peur de rater une urgence est grande, tu vois. C'est vrai. Et c'est justement là que la toute dernière astuce, le point culminant du défi, révèle son génie à mon avis. Pour réussir à bannir le téléphone de la chambre à coucher, l'arme absolue recommandée par la newsletter est, et ça c'est génial, l'achat d'un bon vieux réveil physique. Ah oui, le réveil à l'ancienne. Un réveil mécanique ou numérique basique, totalement déconnecté d'Internet. L'objectif, c'est de supprimer l'excuse numéro 1 du téléphone sur la table de chevet, le fameux « Ah mais je m'en sers comme réveil ». En éliminant cette excuse, on empêche le premier réflexe destructeur du matin, celui qui consiste à éteindre l'alarme et à enchaîner directement sur 45 minutes de doom scrolling au fond du lit. C'est le pire truc à faire pour le cerveau. Mais oui, ça ruine la clarté mentale avant même d'avoir posé le pied par terre. C'est d'une ironie magnifique, je trouve. Il faut utiliser une technologie rétro, basique et dénuée d'intelligence pour réussir à contrer le piratage neuronal ultramoderne des intelligences artificielles de notre époque. C'est joliment dit. Et si l'on rassemble toutes les pièces de ce puzzle complexe pour en faire une synthèse, l'idée maîtresse qui émerge de ces sources, elle est profondément libératrice. La démarche du Jomo, la mise en place d'un minimalisme digital ou le choix de la déconnexion volontaire, ça ne doit en aucun cas être perçu comme une fuite lâche face à la réalité du monde. Ce n'est pas de l'égoïsme en fait. Ce n'est absolument pas une forme d'égoïsme. C'est devenu, dans notre environnement saturé d'informations toxiques, une compétence de survie mentale essentielle. Absorber du drame et de l'indignation 24 heures sur 24 ne forge pas de meilleurs citoyens. Ça produit uniquement des spectateurs chroniquement angoissés, cyniques et paralysés dans leur capacité d'action. L'énergie mentale, elle doit être farouchement protégée. C'est le carburant indispensable pour accomplir des projets personnels et, in fine, pour être réellement utile à la société. C'est une vraie réappropriation de son propre destin. C'est refuser le statut de victime passive pour redevenir l'architecte exclusif de son temps et de son esprit. Précisément. Et c'est l'occasion de prolonger cette analyse par une réflexion plus large, une pensée un peu provocatrice qui ouvre de nouvelles perspectives pour ceux qui nous écoutent. Dis-moi. Considérons un instant la valeur de notre attention. Si le temps de cerveau disponible de l'humanité vaut littéralement des milliards pour des industries qui l'exploitent, en utilisant la peur comme appât, imaginons ce que représenterait cette force si elle était réorientée. Que se passerait-il si des millions d'individus décidaient soudainement de récupérer ces 2 ou 3 heures de doom scrolling quotidien? Oh waouh, ça ferait un temps fou. Si cette énergie monumentale, au lieu de se dissoudre dans l'angoisse numérique, était réinvestie massivement dans l'apprentissage de nouvelles compétences, dans la création d'entreprises, dans l'art, ou dans des actions de solidarité réelles et tangibles au niveau local, le potentiel de transformation du monde serait sans précédent. C'est clair que ça change la donne. L'enjeu dépasse largement le confort personnel. Et le premier pas vers cette transformation commence par une question très pratique posée par l'auteur. Quelle est la toute première notification toxique ou la première application anxiogène qui va être supprimée de ce téléphone aujourd'hui? C'est vraiment une excellente question pour conclure cette réflexion. L'enjeu est bien de refermer définitivement la porte à ce fameux cambrioleur silencieux du début, de restaurer sa clarté mentale et de réinvestir cette énergie retrouvée dans des actions qui ont un véritable sens. Tout à fait. Un grand merci pour cette analyse minutieuse de la mécanique de l'attention et des solutions pour la protéger. Et un immense merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette plongée approfondie au cœur de notre fonctionnement numérique. Il ne faut pas oublier, comme on l'a mentionné au tout début, de rejoindre le club Success Mindset Goals. Le rappel est super important.
Oui, car cet espace regorge d'outils de ce type, c'est entièrement gratuit et c'est assurément une décision stratégique pour consolider son hygiène mentale face au bruit du monde. En attendant notre prochaine exploration, prenez soin de votre mental